Et comme à notre habitude, nous nous interrogeons encore ce matin. Afrique, cercle ésotérique et satanique, grenier des endocollants, quelle est notre grande interrogation? Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'oreilles. Des chefs d'État aux grands patrons, les loges rassemblent sous les signes du compas et de l'équerre une bonne partie de l'élite du continent africain. Les francs-maçons sont-ils les grands maîtres de la scène politique continentale, tirant dans l'ombre les ficelles et mettant en œuvre des agendas secrets? Les intéressés développent volontiers un double discours à ce sujet. Après une longue discussion à bâton rompu sur les subtilités du travail dans les loges, un initié s'amuse à me dire avec esprit, je cite, « J'imagine que vous êtes déçus. Vous vous attendiez peut-être au récit de rencontres avec des chefs d'État et des députés. Malheureusement, c'est bien plus banal que ça, me répond-il. » Les pourfendeurs de la franc-maçonnerie dénonçant invariablement une passion des réseaux qui virerait sûrement au népotisme pur et simple. Ils pointent ainsi du doigt l'existence des bastions maçonniques, ésotériques, sataniques, et on peut même dire rosicruciens, quasi imprenables. Hier, il s'agissait d'Elf, la sulfureuse entreprise pétrolière, et d'Air Afrique. Aujourd'hui, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, et la Banque des États de l'Afrique centrale sont pointés du doigt. Et tout le monde est au courant. Les jeunes gens n'arrivent pas francs-maçons à la BCAO, mais c'est un bon endroit pour le devenir, grâce au parrainage de collègues qui vous tiennent par la main, explique d'ailleurs un bon connaisseur des institutions régionales sur le continent noir. Certains cadres de haut niveau dans le secteur privé dénoncent de leur côté le caractère souvent problématique de la solidarité maçonnique. Un répond d'ailleurs, j'ai constaté que mon patron traitait avec une bienveillance particulière un certain nombre de dossiers qui auraient été rejetés s'ils n'avaient pas été soumis par des entreprises dirigées par les francs-maçons, les rosicruciens et j'en passe comme lui. Dénonce d'ailleurs un ancien membre d'un comité de crédit d'une banque régionale africaine. Attribution de marché, recrutement porterait dans un certain nombre d'entreprises et d'institutions sur le continent la marque de la main invisible. Mais quelle main invisible parle-t-on? C'est fait de manière très subtile, jamais directement, mais ça existe. Insiste d'ailleurs un responsable de haut niveau dans le consulting. Les frères reconnaissent que certains d'entre eux peuvent se servir des obédiences comme d'un instrument de lobbying, mais leur ligne de défense est toute trouvée. Sur un continent où les petits coups de pouce et l'utilisation immodérée des réseaux relèvent de la règle élémentaire, ils ne sont pas les seuls et tout le monde le sait. Les cercles ésotériques existent sur le continent et personne ne peut le nier. Chefs d'État, ministres, sénateurs, députés, maires, directeurs généraux, cadres et hauts cadres, et bien sûr j'en passe, tous ou presque en font partie. Voulez-vous progresser? Vous devez en faire partie. En fait, quand on parle de progresser, progresser selon leur système. Mais pourquoi faire? Quelles sont les raisons profondes pour en être? Et qui est le maître? Puisque c'est le maître qui ordonne et commande, les initiés obéissent. Ces personnes peuvent-elles servir le continent noir qui a besoin de tous et de chacun, mais surtout des hommes et femmes intègres, loyaux, qui ne courbent l'échine que devant le peuple souverain, qui aspire à la liberté, la souveraineté, les meilleures conditions de vie pour tous et un idéal commun, une Afrique libre et surtout prospère. Ces personnes peuvent-elles réellement servir le continent noir? Un livre saint déclare, et je cite, « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un livre saint qui le déclare. Peut-on être esclave des cercles sataniques, ésotériques, diaboliques et espérer changer les choses? Car le maître
tout le monde le connaît, si on est son esclave, on va demeurer ad vitam aeternam son esclave. Peut-on donc espérer changer les choses? Que nenni? Que faut-il faire? Car aujourd'hui, sur le continent noir, les cercles ésotériques sont le grenier des endocolons. On peut d'ailleurs l'affirmer, sans se douter de quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore. Afrique, cercle ésotérique et satanique, grenier des endocolons, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani encore. Président Badakani, bienvenue à vous. Merci, Jocelyn Goss. On va accueillir avec un bel air musical de Francis Cabrel. Oui. Vous savez, nous sommes éclectiques. Hein. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Nous, on n'est pas dans des ghettos. On n'est pas dans des ghettos culturels. Nous rejetons toutes sortes de ghettos, tout en demeurant authentiques. Cabrel, c'est une figure importante de la musique française et même internationale. Exactement. Je respecte le poète, je respecte son détachement, sa simplicité. Il n'est pas vulgaire, du tout, comme d'autres musiciens. Donc, je peux vous dire que cette terre-là ça m'a frappé. Exact. Tout à fait. Ben, surtout que nous sommes des anti-français. Oui. Et qu'on n'est pas censé aimer tout ce qui vient de la France. Voilà. Mais je salue Giresse. Hein. Tu l'as bien ménagé. Oui. Ouais, parce que sinon, il n'y a pas de mission. Je salue nos abonnés, tous les web téléspectateurs. Je fais un clin d'œil à tous à tous ceux-là qui font de l'interactivité à travers les commentaires. J'y lis les commentaires. Et je m'arrête là parce qu'on n'a pas vocation à venir ici. Non, on n'est pas là pour discuter. Mais ils sont contents. Je leur réitère que je lis tous les commentaires et on s'enrichit mutuellement. Donc, Jocelyn Goss, merci de m'avoir invité. Ben, votre débat est clair, votre thème est clair. Cercle ésotérique et satanique, grenier des endocolons. Bon, je m'interroge juste, hein, je m'interroge. Vous avez là. Vous nous entenez dans vos aventures interrogatives. Je m'interroge. Quand je réfléchis parfois à certains sujets, je m'interroge. Nous interrogeons tous. Voilà. Et on s'interroge tous. Et ce ne sont pas des interrogations, comment on dit ça, qui sont basées sur nos émotions, sur nos sentiments ou bien sur nos illusions. Oui. Ces interrogations sont basées sur le fait qu'on vit des choses, on s'informe, on écoute ici et là. Il y a un vécu historique sur notre continent, et il y a un vécu des cercles historiques, des cercles ésotériques qui s'imposent à nous. Exact. Alors on est obligé d'interroger ça, de voir leur validité en rapport avec l'avenir de notre continent. C'est ça qui nous intéresse. On a 2 ou 3 problèmes fondamentaux avec cette histoire. Le premier problème, c'est de définir d'abord un peu rapidement comment on entend ça. On commencera par rappeler que ésotérique s'oppose à exotérique. La différence, c'est avec X et S. Exotérique, c'est en dehors de soi, en dehors d'un groupe, en dehors d'une organisation, en dehors, exo. Hein? Endogamie de clan, exogamie de clan. On sort du clan. Exogamie de clan. Exact. Tout à fait. Alors, ésotérisme avec S, ou ésotérique, ça renvoie dans l'entre-soi. Ça renvoie à l'entre-soi. On est entre nous. Oui. Vous avez bien dit, cercle ésotérique. La caractéristique d'un cercle, c'est d'être fermé. Exact. Il n'est pas demi-cercle. Vous avez parlé ici de cercle. Vous n'avez pas dit un demi-cercle. Donc le cercle est fermé. Et il est fermé et il est ésotérique. Donc c'est un entre-soi. On y parle de choses qui sont connues seulement des initiés. Des initiés. Et les gens qui sont membres du cercle. Qui connaissent les usages, les coutumes du cercle. Qui connaissent les choses du cercle. Vous qui êtes en dehors, ça ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas connaître. Parce que le principe, c'est que pour connaître entre dedans. Entre dedans. Donc, quand on dit cercle ésotérique, c'est un groupe fermé d'initiés qui cultivent un entre-soi basé fondamentalement sur une doctrine très ancienne. Les sectes ésotériques aiment magnifier l'ancienneté de leurs connaissances. L'ancienneté de leurs connaissances. Ce sont des connaissances anciennes qui viennent des temps les plus primordiaux de l'humanité.
Alors, cette doctrine-là est basée sur la manipulation d'un ensemble de savoirs soi-disant anciens, sauvegardés comme tels, oui. Même si on fait semblant de moderniser, en réalité, on ne modernise pas, parce que si on modernise, la beauté de ce cercle d'initiés va se dissoudre. La beauté, justement, consiste en ce que les hommes modernes, les hommes de notre époque, revêtent le manteau ésotérique des savoirs anciens. Que ce soit l'habillement, que ce soit au niveau des rituels, des objets qui sont utilisés, que ce soit des lieux où on s'est réunis, la manière d'habiller ces lieux, de les maquiller, etc. Tout ça renvoie à une atmosphère ancienne, d'ancienneté, de traditionnel. Parce que là aussi, ils ont le mot là dans leur groupe. Ancien et traditionnel. Oui, ils ont ça beaucoup dans ces milieux-là. Alors, ésotérique renvoie à cacher, quelque chose qui est hermétique, qui est impénétrable, au vulgaire. C'est au vulgaire. J'allais dire aux païens. Parce qu'eux aussi considèrent ceux qui sont des païens. Sont des païens, c'est important. Occulte. Voilà, occulte. C'est-à-dire que secret occulte. Alors, ce qui est fondamental chez eux, c'est qu'ils estiment que les savoirs qu'ils possèdent ne sont pas à la portée de tout le monde. Et que ces savoirs sont vitaux. Ces savoirs sont extrêmement importants. Il ne faut pas le partager n'importe comment. Pour y accéder, il faut un parcours initiatique. Alors, les vieilles connaissances du passé, l'alchimie, la chimie spirituelle, la chiromancie, la lithothérapie, la cartomancie, l'astrologie, beaucoup de la magie. Ben là, on va dire magie blanche ou noire, mais peu importe, la magie. Tout ce qui est là, la magie. Donc, tous ces savoirs sont transmis de manière hiérarchisée. Peut-être dans ces groupes-là, on travaille de façon cloisonnée. Les hiérarchies sont cloisonnées, de manière triangulaire, mais c'est cloisonné, pyramidalisé. Vous ne connaissez pas forcément ce qui se passe au-dessus de vous. Ainsi de suite. Et à la fin, on se retrouve avec une échelle supérieure qui contrôle tous ceux qui sont en bas, mais ceux qui sont en bas ne peuvent pas les contrôler. Et le stade suprême, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Illuminatis. Bon, les gens, ils ont longtemps cru qu'on pouvait, que non, on raconte des histoires. Non, il y a suffisamment de livres aujourd'hui et d'éléments qui démontrent l'existence de ce groupe-là, de ces gens-là. L'Illuminati qui est un ensemble qui est une forme coordonnée de l'ensemble des courants et des groupes ésotériques qui sont coiffés pour aboutir au maître, le maître suprême, le maître suprême. On dit le maître suprême. Alors, on y cherche la pierre philosophale. C'est-à-dire que la pierre philosophale, il y avait un grand maître au Cameroun, c'est le secrétaire général de la présidence de Zouatitus. Maintenant, c'est public, il a écrit dans tout le monde. Les noms sont déjà même sur les réseaux sociaux. On connaît les noms de tous les gens qui en font partie. Il veut arriver à Shambhala. Et on cherche le Graal. Le Graal. Mais derrière tout ça, il y a un ensemble de connaissances anciennes, telles que je viens de citer, les sciences anciennes, qui étaient manipulées de manière, si on veut dire de façon positive, permettent de développer les pouvoirs intérieurs. Au point d'être un homme spirituellement compris avec soi-même. Et nous sommes justement avec le président Danakani, il nous parlait des loges, mais surtout des super loges dans leur ensemble qui ont formé, on va le dire, ces cercles ésotériques secrets dans lesquels il faut dire que les initiés seuls peuvent connaître certaines connaissances. Oui, en fait, les super loges, c'est un stade qu'ils ont atteint. Oui. Nous-mêmes, on ne connaissait pas ce nom-là. C'est des anciens initiés et des personnes qui ont fait des études poussées sur ces cercles-là, oui, qui nous ont mis dans un livre qui est très, très récent, le Super Loge, justement. Oui. J'espère qu'on n'a pas encore retiré ça de la circulation, où vraiment nous avons une explication très claire, bien documentée, bien expliquée, oui, n'est-ce pas, du fonctionnement de ces groupes-là, à ce stade le plus élevé. Donc, vous voyez, il fallait d'abord qu'on définisse. Oui. Et si pour être honnête, notre définition ne peut se limiter qu'à ce que nous connaissons, puisqu'on n'est pas même.
on n'en est pas membre. Du tout. Donc, c'est une attitude d'honnêteté, donc on a limité de définition à ce qu'on connaît, de manière logique. Certains groupes, ce sont des groupes fermés, c'est pas, ils gèrent un ensemble de savoirs, comme j'ai dit, qui sont très anciens, et qui, d'après eux, permettent, n'est-ce pas, de développer nos facultés internes, nos facultés latentes pour se réconcilier avec soi-même et avec Dieu. Alors, Justin Gosse, et il se présente comment? Vous avez dit qu'on a 3 problèmes avec ça. Le premier problème, c'est le problème de la définition. Oui. Définir quelque chose qui est caché, qui est secret, dont les arcanes ne peuvent être connus qu'en entrant à l'intérieur. Et même entrer à l'intérieur ne suffit pas. Il faut gravir un ensemble d'échelons pour dire que vous savez de quoi est-ce que vous avez à faire. Voilà. Donc, on se limite, on se définit on se limite pour les connaître à ce qu'ils disent d'eux et à ce que les chercheurs, les anciens membres de ces groupes-là aujourd'hui repentis, ce qu'ils disent de ces cercles-là et ce que l'expérience quotidienne nous montre. Alors, le deuxième problème, c'est comment est-ce qu'ils se présentent eux-mêmes. Ils se présentent comme des frères de lumière, comme des personnes extrêmement lumineuses qui partagent une philosophie qui permet à l'homme de s'épanouir, de se développer, n'est-ce pas, de jouir de toutes ses facultés latentes, de s'épanouir de manière extraordinaire. Donc, ils se présentent comme étant des groupes où on développe l'humain, où l'être humain se développe en développant un ensemble de capacités, de facultés psychiques, spirituelles, qui lui permettent vraiment d'être totalement épanoui et d'atteindre des niveaux de perfection, n'est-ce pas, qui frise une forme d'extase spirituelle que seul l'initié peut exprimer. C'est tellement élevé qu'on ne peut pas dire. Il faut seulement vivre ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça a de l'attrait. Ça a de l'attrait vers beaucoup de personnes, parce que comme c'est caché, ça attire. Donc il se présente comme ça, comme quelque chose d'extrêmement bon, vraiment qui ne peut que faire du bien à la société. Et les rares fois où quand vous regardez des victoires dont ils se réclament, la Révolution française, la Révolution américaine, même anglaise, la laïcité, en fait, ce sont les veilleurs, ils veillent sur l'humanité. Ils le disent, ils veillent sur l'humanité pour que l'humanité ne disparaisse pas, ne se croule pas, et ne tombe pas sous la coupe de forces obscurantistes, ténébreuses. C'est comme ça qu'ils se présentent. Donc, il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont l'œuvre de ce groupe-là. Ils disent, vous voyez, ces pays développés, c'est nous. Et d'ailleurs, beaucoup d'intellectuels africains franchissent les lignes rouges en disant, non, il y a une bonne franc-maçonnerie, si on prend le cas de la franc-maçonnerie. Si on prend le cas, c'est pas le seul groupe ésotérique qui existe. Exactement. Voilà. Donc, et pour le cas de la franc-maçonnerie, vous voyez ce qu'ils ont fait de la France, vous voyez ce qu'ils ont fait de beaucoup d'Europe, des États-Unis, de l'Angleterre. C'est une bonne franc-maçonnerie. Chez nous, on a une franc-maçonnerie rétrograde, obscurantiste. Ça se voit dans la situation de nos pays. Vous voyez, on est arrivé à ce niveau-là. Ils se sont banalisés comme ça dans la mentalité du populaire et se présentent comme des forces du bien. Troisième problème qu'ils ont à régler maintenant, c'est eux qui ont à régler ça, c'est la malédiction qui les frappe. Il y a une malédiction qui les frappe. Cette malédiction, c'est quoi? C'est une malédiction cosmique dans le sens de ce que il y a un sage qui a dit tout ce qui est caché sera exposé à la lumière. Tout ce qui est caché sera exposé. Alors, quand vous le regardez fonctionner, il gère une double contradiction. Ils disent qu'ils sont des cercles fermés. Mais en même temps, ils veulent recruter davantage. Et davantage. D'abord, les élites, entre guillemets, soi-disant, les meilleurs, doivent être à leur sein. Mais sauf que quand vous recrutez toujours les meilleurs dans votre sein, mais à un moment donné, vous aurez tellement de meilleurs que vous n'arrivez plus à contrôler. Et il arrive souvent, ce que nous connaissons tous, que, n'est-ce pas, il y a de nombreuses défections. Et les secrets sont dehors, à un moment donné, dehors. Donc, c'est-à-dire que
La gestion de la contradiction fondamentale qui est liée à leur propre structure et la manière dont ils conçoivent leur fonctionnement vient de ce que, je répète, en même temps, non, on est un cercle fermé. On est un groupe secret. C'est basé sur le secret. On partage des secrets. Mais en même temps, il faut toujours recruter parce qu'il faut contrôler le monde. Parce que si on veille sur l'humanité, il faut qu'on contrôle le monde. Et pour contrôler le monde, il faut toujours élargir les horizons du recrutement. Il faut élargir les frontières du recrutement. Mais à un moment donné, si vous recrutez tout le monde, c'est plus secret. C'est la malédiction qui les frappe. C'est plus secret. Mais maintenant, à un moment donné, comme ils ont un projet de dominer le monde pour veiller à ce que l'humanité ne tombe pas sur le bien, ils sont obligés de se dévoiler. Parce qu'ils sont frappés sur la malédiction de cette loi les frappe. Parce que cette loi est divine. Tout ce qui est caché, est exposé, va venir à la lumière. Et ils anticipent donc sur cette loi. Ils veulent, avant qu'ils ne soient frappés, ils s'exposent eux-mêmes. Ils commencent à devenir publics. Ils se cachent plus, ils publient leurs journaux. Maintenant même, ils élargissent même les modalités de recrutement. Maintenant, vous avez maintenant plein de jeunes qui sont recrutés dans ces cercles-là. Plein de jeunes, oui. Ils font des conférences publiques. Ils se cachent plus. Donc, du coup, ils s'exposent. Et on peut mieux les connaître facilement à travers le comportement de ceux qui militent, à travers leur comportement dans la société, dans la vie sociale. Donc, M. Nengo, ça c'est le problème fondamental, les trois problèmes de forme qu'il faut évacuer pour les aborder. Quand on a fini d'évacuer ça, il y a un problème plus grave qui nous pose à ces gens. C'est la confusion qu'ils entretiennent volontairement entre le fait qu'ils soient des cercles fermés et la manière dont ils s'accaparent de la chose publique. La manière dont ils s'accaparent de la chose publique. Aujourd'hui en Afrique, et c'est eux-mêmes qui nous ont informés, les gens qui appartiennent par exemple au cercle franc-maçonnerie, quand ils prêtent leur serment, ils disent que la franc-maçonnerie passe avant tout. C'est ce qu'ils disent. Ils jurent, ils prêtent serment. Et en même temps, ils se retrouvent en train d'occuper des fonctions, des hautes fonctions publiques, pour la plupart. La question est celle-ci, comment on concilie ça? C'est-à-dire que si la franc-maçonnerie passe avant tout, si vous avez prêté serment de ne jamais trahir la franc-maçonnerie, mais si on prend le cas d'un pays comme le Cameroun, mais tout le monde n'est pas franc-maçon. Comment on concilie donc les intérêts de la franc-maçonnerie, qu'on ne doit jamais trahir? Je répète que c'est pas le seul groupe ésotérique. Oui. Il y en a d'autres, mais j'ai pris, c'est un cas d'école. Comment on fait, et d'ailleurs, ce qui est valable pour elle est valable pour les autres groupes. À ce niveau-là. Comment on fait pour concilier la chose publique et la chose secrète et la chose privée et les intérêts d'un groupe privé qui se considère comme tel, qui se donne des missions précises, qui ne doit pas être connu du public, et en même temps, vous gérez la chose publique. C'est-à-dire que le financement de la chose publique, par exemple, ne vient pas de la franc-maçonnerie, si on prend le cas de la franc-maçonnerie. L'impôt, c'est l'impôt que tout le monde paye. Alors, jusqu'à quel niveau ça s'arrête? Au nom de quoi? Par exemple, les impôts sont la chose de tout le monde, mais les privilèges, l'accession à des postes élevés. Et une fois qu'on a accédé à des postes élevés dans le pays, on est tenu par le serment qu'on a fait à la franc-maçonnerie de ne jamais la trahir. De ne jamais trahir ce cercle-là. Et s'il y a donc conflit entre les intérêts du pays et le cercle, comment est-ce qu'on gère ça? C'est là où il y a le problème. Et c'est en cela que votre thème devient intéressant. Ils pouvaient rester faire leurs affaires privées, ça ne nous regarde pas. On s'en fout. On s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut, dans les limites du possible. Mais le débat, c'est que ils ne peuvent pas, justement à cause de leurs objectifs, ils ne peuvent pas se contenter d'être privés. Et il faut qu'ils colonisent l'espace public. Il faut qu'ils colonisent le bien public. Il faut qu'ils dominent la société. C'est là où il y a un conflit. Et c'est là où votre thème est un problème public. C'est-à-dire, on doit tous s'en emparer pour interroger notre rapport à la prégnance des cercles ésotériques dans les cercles de décision de nos différents pays. Alors, historiquement, Grenier de Lando Colonna, on va aller plus loin. Mais de Lando Colonna. Parce que Grenier renvoie à une réserve pour des temps difficiles. Mais ici, il n'y a pas que les enjeux de la réserve. Il y a les enjeux de
la base même de nos sociétés, la matrice de notre société. Et là, il faut remonter très loin. Si on prend le cas d'un pays comme le Cameroun, historiquement, l'avènement de la colonisation française, ou bien des différents colonialismes qui ont occupé le Cameroun, depuis la colonisation allemande en passant par l'Angleterre et la France, les cercles ésotériques ont toujours été en première ligne comme espace de sélection de l'élite, appelée à gérer la colonisation, à la gérer. Deuxièmement, à gérer les indépendances, c'est-à-dire l'après-colonisation. Oui. La sélection s'opérait sur un prisme où on confondait, où les frontières entre ce qui est ésotérique et ce qui est officiel, là je veux parler du religieux, étaient très flous. Vous aviez des grands maîtres francs-maçons, au Cameroun par exemple, qui étaient évêques, dans les années 60-70, qui occupaient des positions religieuses très élevées, et qui en même temps étaient des grands maîtres, entre guillemets, dans la franc-maçonnerie, ou dans la Rose-Croix. Donc, un monsieur, par exemple, comme monsieur Ojoula, pour le cas du Cameroun, il était catholique, mais en même temps, grand maître. Grand maître. D'où le nom de sa fondation, At-Luchem. Luchem renvoyant à la lumière. Ils aiment trop la lumière, ces frères-là. Ils aiment trop la lumière. Ils aiment bien parler de la lumière. Ils se présentent comme ça. Ils brillent beaucoup. Or, vous avez compris, qui était Ojoula? C'est le cas du Cameroun. Ojoula a été le père sévère de l'endocoloniat camerounais, opérant pour le compte des colons français. Ce père sévère avait deux fonctions. D'abord, sélectionner la future élite chargée de diriger les futures néocolonies, le Slingos, et les modalités de la sélection sont connues aujourd'hui. Il fallait donc, comme je vous ai dit, mettre en pratique un ensemble d'initiations, consommer des initiations où l'homosexualité, un ensemble de pactes, n'est-ce pas, étaient les normes, étaient les normes. Le but de tout ça, Jocelyn-Gosse, c'était de devenir un homme fort. Qu'est-ce qu'un homme fort? Un homme fort, c'est quelqu'un qui peut tuer sans état d'âme. C'est un homme qui est capable de mendiquer, c'est un mot, là, mendiquer, c'est-à-dire de manger. Oui. Manger au sens où, de dire, je fais un avec un ensemble de pratiques et de rituels, justement, qui sont pratiqués dans les cercles fermés. Je fais un avec ça, et je suis un homme fort, je peux occuper des postes, et dans ces postes-là, je dois être toujours le plus fort, je dois conserver le pouvoir, quitte à ce que le pays brûle. Si le pays doit disparaître pour ça, je dois conserver ce pouvoir-là par tous les moyens. Et mon pouvoir que je conserve est au service de la métropole, est au service, n'est-ce pas, de la direction de ces loges-là, qui ne sont que des directions métropolitaines. Je suis en train de vous dire, je parlais comme ça, de la naissance de l'endocoloniat camerounais. La sélection de ces élites-là est passée par la destruction de toute forme d'organisation précoloniale. La chefferie traditionnelle, l'organisation au pouvoir traditionnelle, était la première cible, puisqu'elle était la seule à même de produire ces élites-là. Alors rapidement, il a fallu opérer une séparation, Jocelyn-Gosse, entre les pouvoirs traditionnels dociles et les pouvoirs traditionnels rebelles. C'est-à-dire que toute chefferie rebelle devait être détruite et infiltrée de l'intérieur. De manière à ce que Jocelyn-Gosse, c'est comme ça que ces cercles ésotériques ont infiltré pratiquement toutes les chefferies traditionnelles d'un pays comme le Cameroun. Ça a permis de dénaturer la lignée de la chefferie, de dénaturer le pouvoir traditionnel. C'est comme ça que Jocelyn-Gosse, mais qu'on a commencé par arracher toutes les terres. C'est comme ça que le colon s'est imposé. Détruire le pouvoir traditionnel. À partir du moment où il a détruit, il a imposé son ordre colonial. Par exemple, le rapport à la terre, on va imposer le code, on appelle ça, le titre foncier, par exemple. L'idée du titre foncier
tel que l'Occident l'a conçu, n'a jamais été vécu en Afrique. En général, au Cameroun en particulier, mais par un ensemble de mécanismes, justement, qui étaient, on dit ça, qui étaient scellés occultement, de manière occulte et de manière ésotérique dans les cercles ésotériques. Ça a permis, n'est-ce pas, que une nouvelle, entre guillemets, aristocratie néocoloniale émerge sous les ruines de l'ancienne aristocratie traditionnelle. Donc, il y a eu un choc. Il y a eu un choc entre le pouvoir de ces loges-là et le pouvoir traditionnel. Nous avons perdu cette bataille. On a perdu cette bataille. C'est pour dire quoi? Vous voyez très bien que vous demandez grenier de l'anglo-colonial. Non, moi, je vais plus loin. La base, c'est-à-dire que pour que, n'est-ce pas, les gens comme M. Joula recrutent le personnel capable, n'est-ce pas, d'assumer les fonctions, non seulement de garde-choum de l'ordre colonial, mais aussi, comme je vous ai dit, du futur ordre néocolonial. Il a fallu, comme je vous le rappelle, détruire, n'est-ce pas, le pouvoir qui existait avant, le pouvoir précolonial tel qu'il était organisé. Il faut le dire, Jocelyn Goss, parce que la question est de savoir, tel qu'il se présente, ces ordres-là, que non, on est là pour le bien, on est là pour développer les valeurs humaines, amener les gens à s'épanouir, n'est-ce pas, à faire du bien. La question est celle-ci. Comme nous ne sommes pas membres de vos affaires, on vous juge par vos actes. Quel est le bilan de l'élite néocoloniale africaine en général et camerounaise en particulier? Bien sûr qu'il y a des exceptions. Bien sûr que tous ne sont pas pourris. Mais le débat du moment, c'est parce que la majorité a occupé les hautes fonctions chez nous depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à la pratique du pouvoir qu'on doit analyser la valeur de leurs appartenances ésotériques. Mais qu'est-ce qu'on voit, Justin Goss? Ça brille par la cruauté, la violence absolue, le rapport à l'État, la manière dont on gère l'État et on oppose l'État aux populations sont des rapports de cruauté, de criminalité. Dans un pays comme le Cameroun, le dernier exemple, c'est l'affaire Martinez Zogo. Mais il n'y a pas qu'au Cameroun que c'est comme ça. Partout. Partout, c'est la même chose. Le pillage des ressources publiques, avec la corruption, le vol, l'accaparement des richesses, le subvertissement de la chose publique pour la transformer en chose privée, tout en soumettant les populations à des formes nouvelles d'esclavage. Justin Goss, ce sont des bains de sang. Le rapport au sang, Justin Goss, dans notre pays, des meurtres rituels jamais élucidés. Depuis plus de 60 ans, des organes vitaux qui disparaissent dans les hôpitaux. Il n'y a pas de trace. Mais on sait où ça part. Sont la marque, Jocelyn Goss, des cercles ésotériques et sataniques. C'est elle qui exerce le pouvoir chez nous. Nous les appelons sataniques parce que nous voyons. Nous ne sommes pas à l'intérieur, mais ce que nous voyons ne peut être défini que par un seul mot. Satanique. Et ésotérique parce que ce sont les cercles fermés. Au Cameroun, récemment, il y a quelques mois, les membres de la franc-maçonnerie ont écrit à monsieur le Premier ministre en plein jour pour lui dire que non, nos positions sont en train de baisser. Tu dois prendre les mesures, évidemment parce que tu es un frère, pour que nous retrouvions toutes les positions qu'on avait hier et qu'on les dépasse. La lettre était publique à monsieur le Premier ministre du Cameroun. La question est de savoir ce Premier ministre-là, il est là pour servir les Camerounais ou pour servir sa loge? Pour servir sa loge. On ne comprend pas le dernier développement qui a eu un pays comme le Gabon. Si on ne connaît pas le conflit qui, à un moment donné, a opposé M. Ali Bongo et ses frères de loge. Exactement. Qui hier était commandé par Paris. Et M. Ali Bongo, à un moment donné, va se démarquer pour aller maintenant faire alliance avec le Commonwealth. C'est-à-dire trouver une nouvelle appartenance. Ça lui a coûté très cher, le Goss. Il s'en est pas remis jusqu'aujourd'hui. Nous connaissons le rôle qu'a joué un monsieur comme Hassan II dans l'exercice d'une tutelle ésotérique sur beaucoup de présidents africains. Le Goss.
Mais en plein jour, il était le commandeur des musulmans au Maroc. On connaît très bien les relations qui ont lié à un moment donné M. Hassan II au président Ahidjo du Cameroun. On connaît. On connaît le rôle que jouait un monsieur comme Fred Boigny dans l'exercice de la tutelle ésotérique sur un ensemble de dirigeants. Oui. On sait le rôle qu'a joué un Omar Bongo, ici en Afrique centrale, dans l'exercice de la tutelle en matière initiatique, entre guillemets, sur certains dirigeants. On connaît les dessous de l'alliance entre Sassou, à un moment donné, et Bongo, qui va déboucher sur un mariage. On connaît les dessous. Mais on connaît pourquoi, à un moment donné, on a célébré Savognan de Brazza. Savognan de Brazza, à Brazzaville. Il y a eu une grande rencontre il y a quelques années à Brazzaville, autour de Brazza, Savognan de Brazza. Mais qui est Savognan de Brazza? C'est un grand franc-maçon. Et à ce moment-là, les dirigeants du Congo-Brazzaville n'ont pas eu honte à dire que Congo-Brazza est une terre pratiquement consacrée à la franc-maçonnerie. Non, ce sont des choses graves. C'est-à-dire que c'est terrible. Nous sommes sous occupation ésotérique. C'est-à-dire l'ésotérisme a occupé l'espace africain. C'est pas seulement des occupations militaires que nous subissons. L'occupation ésotérique est un problème sérieux à mettre sur la table. Comme on met sur la table la question des bases militaires, comme on met sur la table la question du franc CFA et consort, il faut mettre sur la table cette question des cercles ésotériques. Pas parce qu'on a un problème particulier avec les choix individuels des gens. Non. Mais à cause du fait qu'ils ont colonisé l'espace public. Ils se sont appropriés la chose publique. À ce moment-là, la République devient une escroquerie. Une gigantesque escroquerie. Reste publica, de manière étymologique. La chose publique, la chose de tous, ce n'est pas le cas. Sous le couvert de construire la chose de tous, on s'accapare des ressources de tous et on les privatise. C'est ça le problème que nous avons avec ces gens. Deuxième problème, comme je dis, c'est la pratique, leur pratique au pouvoir. Leur pratique au pouvoir. Et les pratiques qui sont au pouvoir, on voit très bien, n'est-ce pas, quand on ramène ça à leur concept initial et fondamental, on voit très bien que tout ça, moi je dis ça, ça va de pair. Ça va de pair avec une grande allégeance à l'étranger. Cet étranger, ce sont des centres dominants du capitalisme. Avec qui on partage les mêmes appartenances, mais sous un rapport de soumission. Sous un rapport de soumission. Je veux dire qu'il y a une grande fraternité mondiale des loges, en particulier une fraternité mondiale des francs-maçons, si on prend leur cas particulier, mais cette fraternité n'efface pas les hiérarchies imposées par l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Ça demande à réfléchir sur la qualité, sur ce que valent justement le fait pour nos élites d'appartenir à ces ordres-là. Qu'est-ce que le pays gagne? Qu'est-ce que nous gagnons là-dedans? Vous comprenez? Donc, quand on observe que depuis qu'ils dominent nos sociétés, on n'a jamais été plus assujetti que maintenant. Oui. Les acquis des indépendances, tous les combats antérieurs, les acquis ont été liquidés, ces gens-là. Il faut que les nouvelles générations maintenant, qui ne sont pas encerclées, ésotériques, qui ne sont pas encerclés ésotériquement, se battent pour prendre en charge les défis du continent. C'est le problème que nous avons, nous, le panafricanisme, aujourd'hui, parce qu'on a un problème, c'est qu'on considère que, mais, vous sortez d'où? Mais ce phénomène-ci, mais il devrait sortir de nos cercles. Comme on l'a toujours fait. C'est-à-dire qu'on crée l'opposition, on crée le pouvoir, et on manipule les deux. Le pôle négatif, on gère. Le pôle positif, nous gérons. Le féminin, on gère. Le masculin, on gère. On coiffe tout ça. Ça nous permet de fermer tous les horizons et de dominer les peuples. Mais d'où sort ce mouvement-ci? C'est un mouvement que nous ne parrainons pas, que nous ne contrôlons pas. Ça nous a échappé. Complètement. C'est un problème. Et c'est ce mouvement-là qui pose aujourd'hui les vrais défis du continent africain et est en train de prendre en charge ce défi-là. Hormis ça, Jocelyn Goss, l'appartenance à ces cercles ésotériques n'a pas été en mesure, satanique, n'a pas été en mesure de nous libérer du franc CFA, de briser la division internationale du travail, la division coloniale du travail,
n'a pas été en mesure de relever les défis éducatifs de nos pays, n'a pas été en mesure de préserver, sauvegarder, promouvoir la morale publique, les valeurs les plus nobles, les plus anciennes de nos sociétés. Mais elles servent à quoi? Président Banakani, vous étiez en train de nous parler justement des questions liées à la pédophilie rituelle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces informations qui circulent partout aujourd'hui. Des actions officielles ont été engagées dans des pays pour soit combattre la pédophilie, mais on s'arrête là, il fallait commencer. Exact. Que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Pourquoi nos élites sombrent dans ce genre de pratiques, dans ce genre de pratiques. Et il y a la question de LGBT. Oui. LGBT, cette dérive, n'est-ce pas, cette grande dérive de l'humanité vers son anéantissement, est l'œuvre justement de ces cercles ésotériques. Oui. C'est l'œuvre, la question de savoir, mais voilà ce qu'ils sont, on juge là par ce fruit. Est-ce que c'est acceptable cette dérive-là? Évidemment non. Même la manière de la dérive scientifique qui deviennent faustiennes. Les questions liées aux différentes pandémies qu'on nous fabrique, les questions liées aux peurs climatiques qui sont fabriquées avec les attaques terroristes contre la nature, contre le climat, etc., qui débouchent sur des séismes fabriqués, etc., sont, n'est-ce pas, les manifestations, n'est-ce pas, de ce que peuvent faire les adeptes de ces milieux dans leur rapport avec la chose publique, dans leur rapport avec les enjeux de notre vie à tous. Et c'est là où on va interroger la validité de ces choses-là. Donc les choses doivent être claires, il ne faut pas qu'on fasse de confusion, je répète. Nous n'entrons pas à l'intérieur, on n'est pas membre. On n'en deviendra jamais membre, ça ne nous sert à rien. Mais on les juge aux fruits. C'est le produit, n'est-ce pas, le comportement de toutes les élites qui sont de ces milieux et qui vantent ces milieux, qui nous amènent à comprendre que ce sont des milieux mauvais. L'avenir de l'Afrique ne passe pas par ce cercle d'appartenance. Maintenant, on a assez d'expérience pour le dire fermement. La grande escroquerie, une des grandes prouesses, ça c'est le cas de francs-maçons qu'ils ont réussi, c'est la question de la laïcité. La séparation de l'État et de la religion. Ouf, mais qui peut refuser ça? Qui peut dire que ça n'a pas été un progrès? Mais on a chassé la religion de l'État pour remplacer cette religion par la religion franc-maçonne, qui colonise l'État sous couvert de la laïcité et bloque l'horizon des peuples, l'horizon des individus vers la connaissance, c'est-à-dire vers la connaissance sereine de Dieu. Parce qu'à partir du moment où on fait croire que Dieu se limite aux religions, oui, et que les religions se sont fait la guerre excessivement, et que la laïcité donc est le salut de l'humanité, vous voyez comment ça devient compliqué de s'intéresser au vrai Dieu, qui est complètement discrédité. Ça, c'est aussi une forme de leur prouesse. Vous n'avez pas le choix que d'entrer dans les cercles ésotériques. Quand on a dit tout à l'heure, toute société humaine a les capacités, c'est donc les capacités d'aller à l'assaut des arcanes de l'univers, d'aller à l'assaut des mystères de l'univers. Dieu n'a pas fait l'univers pour que l'univers nous soit étrange. Dieu s'est arrangé à ce qu'on ait accès à des connaissances, à la connaissance des connaissances, qu'on ait accès à la connaissance des lois secrètes de l'univers, des lois spirituelles de l'univers, qui gouvernent les différents règnes, les différentes espèces, etc. Et de voir comment une chose peut se transformer en son contraire tout en restant elle-même, comment on peut dépasser les frontières des différentes espèces. L'Afrique connaît ça. Par exemple, le totémisme, par exemple, en Afrique, c'est une pratique connue. Elle est ésotérique, par exemple. C'est pas le seul cas. Disparaître et réapparaître, ce sont des pratiques connues en Afrique. C'est ésotérique. Donc, d'ubiquité, etc. Donc, la capacité d'accéder à des formes très élevées de puissance. Toutes les sociétés connaissent ça. On connaît ça jusqu'à un certain niveau. La loi de l'évolution faisant, ces connaissances prennent des formes que l'époque peut imposer, mais leur fond reste le même. Le débat, c'est la capacité de la société à organiser l'accès à ces connaissances de manière à ce que l'accumulation de ces pouvoirs et connaissances ne te retourne pas contre la société. Ça a toujours été ainsi que les sociétés se sont faites. Aujourd'hui, le destin des sociétés a échappé à toutes les sociétés. Désormais, nous sommes placés sous la coupe d'une élite mondiale qui, n'est-ce pas, se revendique d'appartenir à ces ordres-là et qui a un dessein clair, nous soumettre, n'est-ce pas, à leur maître.
On l'a appelé la bête de l'événement. José Ngo, la bête de l'événement n'a pas un bon projet pour l'humanité. Son rêve, c'est de détruire l'humanité, c'est d'anéantir l'humanité, c'est de couper toute relation entre nous et Dieu. On arrive au cœur des enjeux liés à ces cercles d'appartenance. Vous, on y entre pour, comment on dit ça? Quand on dit que vous vous développez intérieurement, vous développez vos facultés, etc. Mais à la fin, c'est pas abouti à quoi? Si j'ai conquis le pouvoir, et à la fin, la finalité, c'est quoi? Si mon pouvoir, c'est à détruire, à répandre autour de moi le chaos, la dévastation, à quoi ça m'a servi de conquérir ce pouvoir? Ce n'est pas être sage. Mais il y a des personnes, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on nous impose des gens au pouvoir. On nous impose un type de pouvoir. Et ces pouvoirs sont censés commander nos sociétés. Et le commandement de nos sociétés à l'exercice de ces pouvoirs-là nous conduit à la ruine, à la destruction et à des formes radicales d'esclavagisation. Nous sommes obligés aujourd'hui de redécouvrir le vrai sens, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'intériorité humaine. C'est impossible sans un véritable rapport à Dieu, José Ngo. Et ce véritable rapport à Dieu nous oblige d'interroger, n'est-ce pas, la domination et l'occupation de l'espace public par ces ordres-là. Le panafricanisme démontre aujourd'hui, José Ngo, qu'on peut faire des choses sans appartenir à ces ordres-là. Ces ordres-là ne sont pas l'horizon indispensable de notre spiritualité, ne sont pas l'horizon indispensable de la connaissance. C'est clair et c'est net, ça se voit. Aujourd'hui, vraiment, le grand défi, c'est que ces ordres-là, qu'on réussit à, je veux dire, le grand enjeu de la laïcité au XXIe siècle, c'est justement de libérer l'espace public de la domination de ces ordres-là. On a séparé l'État de la religion. Il faut séparer l'État des ordres. C'est le grand défi de notre génération. Oui. Que la chose publique devienne la chose publique et reste la chose publique. Et que les appartenants ésotériques retrouvent leur place dans le privé. C'est le grand défi de notre temps. L'enjeu, je répète, le grand défi de la laïcité aujourd'hui, c'est de séparer l'État, la chose publique, de l'appartenance à ces ordres-là. Parce que on voit là où ça nous a conduit. Donc, de mon point de vue, tel est donc l'enjeu de votre thème, cercle ésotérique et satanique. Grenier de l'endocolona, oui. Toute l'endocolona de tous les pays qui sont pas les pays francophones, même des pays anglophones, se nourrissent à la mamelle des cercles ésotériques. Dans le monde entier, c'est un fait. Se nourrissent à cette mamelle-là. C'est une fraternité des domaines mondiaux. D'abord, la globalisation, c'est d'abord la globalisation des cercles ésotériques. Je répète, la globalisation, c'est d'abord la globalisation des cercles ésotériques. Et ils se sont donc répartis les rôles dans nos sociétés. Et je dis que, bon, nos sociétés, même dans cet ordre-là, occupent des positions subalternes, des positions inférieures, et reprennent chez nous, je veux dire quoi, le côté le plus obscur de cette organisation, désormais mondiale. Donc, cette mondialisation, cette globalisation des appartenances ésotériques appelle à une globalisation, n'est-ce pas, des forces qui s'engagent, n'est-ce pas, à libérer l'humanité, justement, des liens, n'est-ce pas, que nous a imposés cette société ésotérique, d'autant plus que on voit maintenant où ça conduit. Il y a un péril immense qui pèse sur l'espèce humaine. On ne veut passer de l'humanité à la transhumanité sans demander notre avis. Les pandémies circulent, on les fabrique en laboratoire, on crée des maladies en laboratoire. Nous savons désormais comment ça se passe. À partir du moment où un pays comme les États-Unis dit officiellement que ceux qui se sont fait vacciner ne doivent pas donner leur sang, le débat est clos sur le coronavirus. Le débat est clos à ce niveau-là. On sait ce qui s'est passé des hommes fabriqués en laboratoire avec un projet clair, devenir la population mondiale. Quand on a échoué avec les vaccins, maintenant, il y a les séismes partout. Partout. On sait que ces séismes-là ne sont pas naturels. Il faut avoir le courage de le dire, José Ngo, de le dire. On sait aujourd'hui que l'ambition monétaire des élites globalisées, n'est-ce pas, c'est de nous priver de la liberté monétaire et de numériser tous les processus monétaires dans le monde. Et tout ça relié à un support ordinateur qui permettra de tenir chacun par le bout de son nez. La nourriture est menacée. Notre nutrition est désormais menacée. Vous aurez de la peine à manger naturellement de plus en plus. Parce qu'on nous fait bouffer du n'importe quoi. Parce que le programme, il est tellement vaste et il est intégré
dont le but est de diminuer la population mondiale. Or, tous ces élites-là, Jocelyn Gosse, appartiennent à des cercles ésotériques. Ils appartiennent à ces cercles-là, dont l'avenir du monde n'est pas là-bas. L'avenir du monde, c'est la liberté. Liberté de culte, liberté d'appartenance, liberté de chercher le vrai Dieu, mais capacité à préserver un espace public qui appartient à tout le monde. Tout le monde peut y avoir accès sans avoir besoin d'être pris en charge par un cercle ésotérique plus ou moins, comment on va dire ça, plus ou moins caché, plus ou moins secret, plus ou moins ouvert. Tel est, Jocelyn Gosse, la façon avec laquelle nous on pouvait aborder ce thème. Merci à vous, Président Badakali, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques et passez une agréable journée.